Puis ce qui est très angoissant l'exercice de ces fonctions, c'est que même si on s'y est préparé personnellement, personne ne vous dit rien. C'est-à-dire? Personne ne vous dit comment il convient de vous comporter, ce qu'il faut faire. La première fois que j'ai été nommé ministre, je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, Ouais. voilà, il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent? Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent? Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision, le réel pouvoir de décision, et sans les avoir détectés, et sans les avoir détectés, et sans les avoir détectés. Faudrait-il admettre une superposition de gouvernants invisibles, une série de plans superposés dans la série des sociétés secrètes qui mènent le monde? C'est notre grand ami André Ardelais, dans un roman certes, mais fondé sur des intuitions fort authentiques et sur l'examen de faits troublants, qui, dans son livre Le Seuil du Jardin, a, selon nous, le mieux condensé le vrai problème en nous le faisant littéralement vivre sous nos yeux. Voici le passage vraiment capital de ce livre, Le Seuil du Jardin. Et c'est l'un des organes, l'un des hommes qui accomplissent les desseins des gouvernants invisibles de notre planète qui est censé parler. Derrière les gouvernements qui se succèdent, vous avez dû sentir la permanence de certaines forces, de certains principes. Cette stabilité ne s'explique que par des puissances occultes qui, en fait, dirigent le pays. Changer les noms ou les étiquettes d'un parti ne signifie rien et la foule se contente d'une façade. Je schématise naturellement. La réalité est plus complexe, des évolutions ont eu lieu, mais en gros, les choses se passent bien ainsi. À côté des ministères officiels, il existe des organismes qui les doublent et dont le pouvoir les dépasse parfois. Je ne représente, c'est, répétons-le, l'un des rouages du gouvernement invisible qui est censé s'exprimer, je ne représente qu'un rouage secondaire dans l'ensemble. Je ne connais pas tous ceux qui travaillent dans le même sens que moi, et j'ignore encore plus où aboutit le réseau de force. Vous pouvez même supposer que personne ne détient l'autorité suprême, qu'elle émane d'une volonté commune. Fin de citation. Ce qui nous semble le plus important, c'est sans doute cette structure déjà magistralement utilisée par Weishaupt à la fin du XVIIIe siècle pour son ordre des Illuminés de Bavière, cette structure en superposition pyramidale de petits groupes hiérarchisés. Chacun des échelons tient ses ordres d'un échelon supérieur recruté par sélection, celui-ci tenant ses ordres d'un autre, et ainsi de suite jusqu'au sommet de la pyramide. Ce cloisonnement hiérarchisé, la méthode a été utilisée en fait de bien des manières, y compris par les réseaux de trafiquants de drogue. Ce système permet évidemment de limiter au maximum les effets d'indiscrétion ou de délations éventuelles, d'ailleurs fort rares en raison des impitoyables sanctions encourues par les traîtres. Remontons plus haut dans l'histoire et nous verrons se manifester le même impitoyable processus, une préparation méthodique, minutieuse de la tourmente révolutionnaire au cours de laquelle devaient s'écrouler les institutions de l'ancien régime français. Il nous faudrait retracer ici toute la conspiration des Illuminés de Bavière, au sujet de laquelle il serait impossible de nier l'évidence. En effet, on a retrouvé tous les papiers
secret d'Adam Weishaupt, le grand maître des Illuminés. On y découvre la volonté avouée de détruire de fond en comble tout l'ancien ordre monarchique et religieux de l'Europe. Voici de l'Europe d'avant la Révolution française. Voici une phrase que nous citerons entre bien d'autres révélatrices, une phrase tirée des notes personnelles de Weishaupt. Nous devons tout détruire aveuglément avec cette seule pensée, le plus possible et le plus vite possible. Le personnage allié, on pourrait y voir une hallucinante préfiguration de la personnalité de Lénine, une rigueur idéologique inflexible, à un véritable génie de l'organisation subversive agencée dans les moindres détails. À cet égard, Weishaupt se révèle d'un étonnant modernisme. On le voit utiliser déjà la méthode, si bien connue des services secrets de divers bords, de l'implantation préalable d'agents dits, c'est la terminologie spéciale du renseignement, dormants entre guillemets. Ils sont très difficilement décelables, sauf en cas d'une délation imprévue aux échelons supérieurs, car, comme leur nom même l'indique, ils n'accomplissent aucun acte subversif jusqu'au moment où ils reçoivent l'ordre d'accomplir leur rôle précis et lui seul, bien établi au préalable. Weishaupt et ses lieutenants avaient pu constituer de la sorte, en Allemagne et en France, tout un réseau discret de transmission qui se révélait singulièrement efficace. Et au moment voulu, ce réseau réalisa là le paradoxe d'être, bien qu'uniquement constitué de piétons, d'être plus rapide que la poste officielle à cheval. Baruel, cet auteur tendancieux, certes, mais qui eut accès à des documents authentiques, l'explique fort bien. Ainsi, de proche en proche et de main en main, les ordres se transmettaient avec une célérité incomparable, car ces piétons n'étaient retardés ni par le mauvais temps, ni par les accidents ordinaires aux cavaliers, aux voitures. Un homme à pied s'en tire toujours quand il connaît le pays, et c'était justement le cas. Il ne s'arrêtait ni pour manger ni pour dormir, il ne faisait jamais plus de 2 lieues. La malle-poste mettait 10 heures de Paris à Orléans, et s'arrêtait 1 heure. Il y a 30 lieues. 15 ou 20 piétons qui se succédaient pouvaient y arriver de Paris en 9 heures, coupant par des sentiers et surtout ne s'arrêtant nulle part. Dans l'ouvrage intitulé « Le tombeau de Jacques de Molay », imprimé en 1797, Cadet-Gassicourt apporte une lumière singulière sur la raison pour laquelle il s'agissait d'une symbolique mais concrète vengeance posthume exercée sur les descendants de Philippe le Bel. Les insurgés parisiens d'août 1792 firent emprisonner Louis Capet et ses proches dans le donjon du Temple. Cadet-Gassicourt révèle le serment prêté par les initiés qui voulaient symboliquement venger Jacques de Molay et le dernier grand maître du Temple et ses compagnons de supplice. Ils juraient, je cite, d'exterminer tous les rois et la race des Capétiens, de détruire la puissance du pape, de prêcher la liberté des peuples et de fonder une république universelle. La situation complète, au point de vue des coulisses occultes de la Révolution française, se révélerait néanmoins fort complexe du fait de l'affrontement au sein des sociétés secrètes supérieures d'alors entre les républicains, dits tenants de la montagne rouge, et les conservateurs, ceux dits de la montagne blanche. Pourtant, on remarque tout de suite que les instances vraiment supérieures des gouvernants invisibles firent tout alors
pour assurer le triomphe à la première tendance, celle des républicains, qu'ils estimaient seuls capables de réaliser leur plan minutieusement arrêté pour le moment prévu dans le cycle de l'évolution de l'humanité. Cela explique la manière dont se trouveront traités certains êtres parvenus, sans nul doute, au niveau des dirigeants invisibles supérieurs, mais qui avaient voulu, par fidélité monarchique et aussi, combien on les comprend, par humanitarisme, qui avaient voulu empêcher le renversement brutal de l'ancien ordre des choses. Pour expliquer ce qui semble si difficilement admissible, certes, pour notre sensibilité, pour essayer de comprendre l'optique si spéciale des instances supérieures du gouvernement invisible de la Terre, il faudrait bien relire et méditer, car elle nous révélerait bel et bien toute la clé des événements de l'actuelle fin de cycle, les confidences faites à Trebitsch Lincoln, nous parlerons de lui dans un instant, par son maître spirituel britannique, Harold Beckett. Tu ne peux pas embrasser le grand dessein auquel tu vas collaborer, malgré toi, puisque tu ignores le plan d'ensemble. Plus tard, peut-être, seras-tu placé à un point assez élevé pour embrasser le plan cosmique dans son ensemble, avec ses lumières et ses ombres, dans sa parfaite harmonie. L'humanité évolue selon une loi cyclique. Elle décrit une spirale successivement descendante puis ascendante. Pendant la descente, tous les maux, toutes les erreurs, tous les crimes s'accumulent. Quand la descente aura atteint le très bas, le cosmos remontera et nos descendants remonteront et baigneront dans la vérité, le beau, la sagesse. Tu m'as compris. En accélérant la descente, on contribue à précipiter la remontée qui suivra immanquablement. C'est après que le désordre aura été à son comble que la reconstruction, dans l'ordre, viendra comme une nouvelle aurore. À notre époque, la seule façon de préparer le bien futur, c'est de porter à son comble le mal présent. Règle d'or pour le destin collectif, comme pour chaque destin individuel. Je citerai simplement, pour terminer, des paroles d'un ami personnel, Raymond Bernard, actuel grand maître de l'ordre rosicrucien à Morques, qui traite de ce problème d'une direction occulte de l'humanité. Et, selon lui, il serait nécessaire de voir les choses non pas de notre point de vue individuel, mais d'un point de vue le plus général possible. Et voici ces paroles, ces constatations de Raymond Bernard. Le Haut Conseil, c'est le point ultime qu'atteindra ce monde dans son évolution. Il en connaît les étapes. Certains, dans les cercles d'initiés, en connaissent quelques-unes, l'ère des poissons ou l'ère du Verseau, par exemple, mais il y en a d'autres que jamais nul ne connaîtra en dehors du Haut Conseil. Le rôle essentiel du Haut Conseil, veiller à ce que chaque étape soit accomplie en temps voulu et pressée ou retardée selon les cas. C'est le plus souvent à presser que doit s'attacher le Haut Conseil. L'humanité est libre d'atteindre le terme d'une étape selon ses propres voies, mais le nouveau point doit être connu tel qu'il a été établi, et c'est à cela que le Haut Conseil doit veiller. Il a naturellement les moyens d'influer sur les événements et il voit par-delà les péripéties inéluctables par la faute de l'humanité et de la difficulté qu'elle éprouve à s'adapter sans heurts à des conditions nouvelles. Mais ce qui est capital, je crois, c'est de constater que cette idée de dirigeant occulte de l'humanité, de gouvernant invisible, n'a rien d'absurde. En effet, ce qui serait vraiment extraordinaire, ça serait de penser que l'évolution de l'humanité serait le seul ordre de phénomènes qui échapperait à un déterminisme rigide. Et donc,
il est tout à fait normal de voir par-delà les péripéties selon les époques, de voir que l'évolution de l'humanité doit satisfaire à certaines normes, à certains critères lors du passage d'une époque à une autre. Et à cet égard, même les hommes qui accèdent au stade de gouvernants invisibles de l'humanité ne seraient pas complètement libres d'agir dans l'histoire à leur fantaisie.